La semaine africaine. Les grandes mutations sur le plan géopolitique. Les questions sécuritaires en Afrique et au Sahel. Développement, société, culture, cinéma, musique, festival, rencontres. Un comeback de la semaine sur l'actualité africaine. La semaine africaine, la halte hebdomadaire sur Ifriqiya FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur les ondes de Ifriqiya FM, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire La Semaine Africaine, une émission qui traite les sujets d'actualité phares de la semaine pour un décryptage, analyse et un round-up de tout ce qui a marqué l'actualité africaine cette semaine. Au sommaire de notre émission, nous allons revenir sur le 15e sommet des BRICS tenu cette semaine à Johannesburg en Afrique du Sud. Nous allons aussi parler de l'actualité au Niger et des dernières avancées dans ce dossier. Nous nous intéresserons de près au dossier libyen et aux avancées observées. Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur les ondes de Ifriqiya FM, vous écoutez votre émission La Semaine Africaine. Inakwana Africa. Anisokoma Africa. Sabah al-Khair Ifriqiya. Good morning Africa. Ifriqiya FM pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine. Alors, on entame notre émission avec le 15e sommet des BRICS tenu cette semaine du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce groupe composé de la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud ambitionne à travers cette 15e édition de son sommet de rééquilibrer l'ordre mondial dominé par l'Occident. L'élargissement des BRICS à de nouveaux pays a été le principal point à l'ordre du jour de ce sommet. Plus de 30 chefs d'État africains ainsi que d'autres dirigeants des pays du Sud ont pris part aux côtés du secrétaire général de l'ONU à ce sommet. À la veille du coup d'envoi de l'événement, le président Ramaphosa avait plaidé pour un ordre mondial plus équilibré et plus juste. Plus de détails avec Amel Boassa. Pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, les BRICS peuvent réaliser des changements dans l'économie mondiale et les relations internationales. Les spécialistes vont dans ce même sens. Selon eux, les BRICS constituent un obstacle futur pour les pays occidentaux traditionnels. Prince Koya, spécialiste des questions africaines. Une vraie contrebalance pour les alliances des pays occidentaux traditionnels, notamment l'alliance du G8. Aujourd'hui, les BRICS représentent près de 41% de la démographie mondiale. Seulement à ces 5 pays, ces 5 pays représentent aussi 32% du PIB mondial et ces pays font se reposer sur eux aujourd'hui quasiment la moitié de l'économie mondiale, sinon l'essentiel des importations mondiales. Ce groupe permettra au Sud d'avoir son mot au niveau de l'ordre mondial. Abdelrahman Hadef, économiste. Les pays du groupe de BRICS avec leur poids économique, mais aujourd'hui aussi avec la dimension géopolitique qu'ils prennent, vont peser énormément dans les décisions et même dans la reconfiguration des principes de l'organisation de l'ordre mondial. D'importantes décisions attendues lors de ce sommet, outre l'adhésion de nouveaux membres visant à étendre son impact. Cette conférence verra la présence des présidents de la Chine, du Brésil et de l'Inde. Le président russe Vladimir Poutine y participera via visioconférence. Par ailleurs, des pays membres des BRICS ont plaidé en faveur de la dédollarisation des transactions commerciales pour mettre un terme à l'hégémonie du billet vert. Cette question a été au cœur des débats de ce sommet du 15e sommet des BRICS. Des questions telles que comment aboutir à la dédollarisation du monde, quelles sont les alternatives à adopter pour répondre à ces questions. Nous avons contacté Abdoulaye Tao, rédacteur en chef du journal économique burkinabé, l'économiste du Faso. Beaucoup de pays, surtout les BRICS, ont intérêt à accélérer la dédollarisation comme une alternative parce que c'est un bloc qui est en train de se construire. Ce sont des pays puissants, riches. C'est un bloc qui se présente comme une alternative et ça va dans le sens d'équilibrer. Maintenant, ça va prendre du temps parce que vous savez que aujourd'hui près de 80% des transactions internationales, ça se fait à travers le dollar. Les pays qui veulent accentuer la dédollarisation doivent trouver une alternative. Actuellement, ça va être difficile.
Après 3 jours de longues discussions sur les critères d'élargissement des BRICS, le bloc a franchi une nouvelle étape lors de ce 15e sommet tenu à Johannesburg, en annonçant l'adhésion de 6 nouveaux membres dès janvier prochain. 2 pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie, rejoindront dès janvier 2024 le bloc des pays émergents BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, la Chine et de l'Afrique du Sud. L'annonce a été faite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays a abrité le 15e sommet de ce groupement de pays émergents. La candidature de l'Algérie à une adhésion à ce bloc n'a pas été retenue. L'expert en économie Nazim Sini estime toutefois que tout n'est pas perdu et que la porte des BRICS reste grande ouverte à l'Algérie qui a toutes ses potentialités en tant que force économique dans le continent. Je vous invite à l'écouter. Je pense que les BRICS laissent complètement la porte ouverte à une probable adhésion de l'Algérie. Et surtout, c'est une manière aussi de dire que nous devons poursuivre nos efforts dans nos réformes structurelles de l'économie nationale pour la mettre au niveau justement des membres des BRICS. Et je pense qu'au contraire, cette décision va nous rebooster, va nous remobiliser et va nous permettre justement de transformer radicalement notre modèle économique pour qu'on puisse adhérer aux BRICS, non pas par la fenêtre, mais en entrant par la grande porte. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Je crois fondamentalement dans nos capacités justement à intégrer ce groupe de pays dans les années qui suivent. Si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera celle d'après. Mais en tout cas, il faut que l'on garde l'optimisme et surtout l'envie de se surpasser. La question sahraoui a notamment été au cœur des débats lors de ce 15e sommet des BRICS. Les pays membres du groupe des BRICS ont souligné à Johannesburg la nécessité de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et aux résolutions de la légalité internationale, indique le communiqué final publié à l'issue des travaux de la 15e session du sommet des BRICS, dont les travaux ont pris fin vendredi soir. Le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, a pris part à ce sommet. Il a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités concernant la question du Sahara occidental. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. La République sahraoui vous interpelle à partir du postulat qu'elle subit au XXIe siècle une injustice flagrante et une violation criarde du droit international. Elle subit aussi un pillage continu de ses ressources naturelles avec une intervention honteuse de parties internationales qui œuvrent à imposer des choix unilatéraux injustes et qui sont de nature à empêcher le peuple sahraoui à asseoir la souveraineté de son pays sur l'ensemble de son territoire national. Cap sur le Niger à présent et les événements qui ont marqué ce pays cette semaine. Le peuple nigérien a continué cette semaine de manifester son soutien au Conseil national nigérien pour la sauvegarde de la patrie à Niamey. Les manifestants condamnent les sanctions de la CEDEAO et exigent le départ des forces françaises du territoire nigérien. Selon les observateurs, les Nigériens ont accueilli positivement le message adressé à la nation nigérienne par le général de brigade Abdourahmane Chiani, président du CNSP. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Ce dimanche encore, ce sont des milliers de citoyens qui ont manifesté à Niamey pour apporter leur soutien aux militaires au pouvoir. À la place de la concertation où ils se sont rassemblés, ils ont encore exigé le départ de la France du Niger, dénoncé et condamné les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Les manifestants ont beaucoup apprécié le message à la nation du chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Chiani, un discours responsable selon eux qui tranche avec les discours politiciens qui caressent dans le sens du poil le pays colonisateur dont le seul intérêt de la vie des manifestants et l'expropriation des ressources naturelles du Niger et du continent. Un discours de fermeté a renchéri un autre organisateur de la manifestation qui apprécie la mise en garde du général Chiani à l'égard de la France et surtout de la CEDEAO par rapport à une éventuelle intervention militaire. Elle ne sera pas une promenade de santé, a averti le chef de l'État. Un revers donc pour la mission de la CEDEAO conduite par Abdoussalami Aboubakar qui se trouvait à Niamey au moment même où le général Chiani s'adressait à la nation. C'est dire que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a définitivement tourné
la page du président Bazoum Mohamed et avance sur son chantier de refondation de la République du Niger à travers la transition amorcée. Une transition d'au moins 3 ans selon le général Tchani, au cours de laquelle il est prévu un dialogue national et inclusif avec toutes les couches du pays. Abdoukarim Mahamadou à Niamey pour Ifriqiya FM. Malgré les appels répétés en faveur du dialogue et d'une solution pacifique au Niger, la CEDEAO maintient la pression sur la nécessité d'une intervention militaire au nom de la démocratie et d'un retour à l'ordre constitutionnel. Selon l'analyste politique Rachid Alouche, cette position adoptée par la CEDEAO semble plutôt servir les intérêts d'acteurs étrangers avec en toile de fond préserver leurs intérêts dans la région. On l'écoute et il est contacté par Rania Eitrassi. Insister sur l'intervention militaire au Niger comme solution pour résoudre la crise repose sur un ensemble d'indicateurs. Cela est également motivé par des forces qui avaient une influence prédominante dans la région et qui cherchent toujours à maintenir leur domination économique, politique, sécuritaire et militaire dans la région de l'Afrique de l'Ouest. À présent, il pourrait y avoir une guerre par procuration avec la CEDEAO servant de couverture à l'intervention militaire de la part d'un groupe de pays, notamment la France, sans réellement explorer toutes les voies diplomatiques qui avaient été confirmées dès le début. Tout le monde insiste désormais sur l'importance de parvenir à une solution et de restaurer la légitimité constitutionnelle par le biais du dialogue et des mécanismes diplomatiques. Cependant, il est évident que certaines puissances coloniales continuent de favoriser une solution militaire, malgré les concessions faites par le Conseil militaire au pouvoir au Niger, qui a fixé un délai pour la tenue d'un dialogue national, des réformes constitutionnelles éventuelles et la définition d'une phase de transition. Parmi les événements qui ont marqué cette semaine, nous pouvons notamment évoquer la décision de l'Union africaine qui décide de la suspension du Niger de ses organes et de ses institutions jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est en revanche réservé sur l'option militaire au Niger. Il appelle à privilégier la solution diplomatique. Le CSP de l'Union africaine a par ailleurs rejeté fermement toute ingérence extérieure d'un acteur ou d'un pays extérieur au continent dans les questions de paix et de sécurité en Afrique, y compris les engagements de sociétés militaires privées sur le continent. De son côté, l'Algérie, pays voisin du Niger, a une nouvelle fois dénoncé et mis en garde contre l'usage de la force. Elle appelle à épuiser toutes les chances d'une issue politique négociée. Les interventions militaires ne sont que source de déstabilisation, de division et d'insécurité selon l'État algérien. L'Algérie appelle toutes les parties à la retenue et à la sagesse, une position constante dans son approche face à toutes les crises dans la région, comme le souligne Mokhtar Mediouni, spécialiste des questions sécuritaires et géostratégiques. Il est au micro de Rania Eitrassi. L'Algérie regrette ce va-t-en-guerre qui ne permet pas à la paix de prendre la place, au dialogue, des négociations qui peuvent continuer pour aboutir à un consensus et éviter que le sang des Nigériens coule ou le sang des Africains coule, parce que maintenant c'est des pays africains qui sont mis avec le Niger. L'Algérie, un pays qui a toujours recherché des solutions à la crise à travers les négociations, à travers la diplomatie. Je pense que l'Algérie, elle est bien placée, était bien avancée pour arriver à un consensus et un règlement pacifique à cette crise au Niger. Aujourd'hui, les peuples africains ont décidé, comme un seul homme, de se libérer du joug colonial et de la domination des prédateurs qui se sont accaparés des richesses de l'Afrique sans que jamais l'Afrique n'en bénéficie. Je pense que si jamais la CEDEAO elle s'attaque au Niger, c'est toute l'Union africaine qu'il faudrait réformer. Alors que l'agression militaire contre le Niger se précise, des voix s'élèvent de plus en plus à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour saluer le refus de l'Algérie à la demande de Paris qui consiste à lui ouvrir son espace aérien aux avions militaires français, un refus parfaitement en phase avec sa position, celle de privilégier et d'épuiser toutes les voies diplomatiques. L'Algérie ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences d'une intervention militaire contre le Niger qui ne peuvent qu'engendrer que le pire dans tout le Sahel. Notre correspondant permanent à Niamey, Abdulkarim Mahamadou, nous en parle.
face aux velléités guerrières de la France et de la CEDEAO qui veulent mener une guerre contre le Niger au motif de restaurer l'ordre constitutionnel et rétablir le président de Chine Mohamed Bazoum, le Niger bénéficie d'un large soutien des pays amis. C'est ainsi que l'Algérie a opposé un refus catégorique à la France qui a demandé une autorisation de survol de son territoire pour mener une frappe contre le Niger et les cibles du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP au pouvoir. Une marque de solidarité très saluée par des Nigériens et manifestée par de nombreux messages qui ont enflammé la toile. Un citoyen a dit que pour la prochaine manifestation de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, il confectionnera beaucoup de drapeaux algériens qui flotteront aux côtés de celui du Niger et de tous les autres pays qui soutiennent le Niger dans cette dure, injuste épreuve imposée au Niger par certains pays de la CEDEAO sous le couvert de la France, dont le seul intérêt est l'accaparation des ressources minières, notamment l'uranium nigérien. L'Algérie et le Niger entretiennent de très bonnes relations de coopération. C'est un pays qui offre chaque année des bourses aux étudiants nigériens et beaucoup de cadres du pays dans tous les divers domaines sont le fruit de la formation algérienne. À Niamey, Abdoukarim Amadou, pour Ifriqiya FM. De par ce refus, Alger marque une nouvelle fois son autonomie vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, contrairement au Maroc, qui accepte la demande de la France et lui ouvre son ciel pour aller frapper un pays du même continent. Le Maroc, un pays qui prône des valeurs panafricanistes qu'il ne respecte pas et qui demeure à la solde de la France, même si un certain jeu diplomatique laisse croire que les deux pays sont en froid. Le politologue malien Fanké Fakara réaffirme la position honorable de l'Algérie. Il est au micro de Rania Etrassi. C'est une réalité. Le fait que Alger refuse aux avions français de survoler l'Algérie, c'est pas une première. L'Algérie maîtrise les enjeux vraiment du Sahel et est un acteur incontournable du Sahel. S'il y a quand même attaque contre le Niger, personne ne sera épargné. Deuxièmement, l'Algérie depuis les indépendances où vraiment affirme son autonomie. Contrairement au Maroc qui est beaucoup lié quand même à la France, c'est pas les mêmes politiques économiques ni la même vision que ces deux pays. L'Algérie est contre l'intervention militaire au Niger et s'appuie sur de sérieux arguments, ceux de maintenir la paix et la stabilité dans la région. En revanche, l'autorisation de Rabat de survol de son territoire par les avions militaires français peut être considérée comme une décision belliqueuse à l'encontre de l'Algérie. Pour le politologue nigérian Chérif Babatunde, le Maroc va en guerre et pratique une pratique malsaine dans la région. Il est contacté par Rania Etrassi. Il faut savoir que dès le début, l'Algérie était contre l'intervention militaire au Niger. Donc si le Maroc donne son aval pour que les avions militaires français survolent son territoire pour attaquer le Niger, cela sera une coopération malsaine pour la région parce que cela va causer une crise dans la région. Et il faut savoir qu'une partie importante des Africains est contre l'intervention militaire au Niger. Mais il faut savoir que l'Algérie et le Maroc aussi n'étaient pas en bonne entente depuis longtemps. Donc si l'Algérie refuse d'autoriser le survol de son territoire par les avions français et que le Maroc donne son aval, donc cela serait une continuation de l'hostilité entre les deux pays et non seulement cela, même une continuation de mésentente et de l'hostilité entre même les pays africains. Si les menaces françaises d'agresser le Niger via l'espace aérien marocain venaient à être mises en exécution, toute la région va s'embraser, met en garde Hassan Qassimi, spécialiste des questions géopolitiques. Vous devez savoir que si jamais il y a une intervention militaire de la CEDEAO, c'est toute la région qui va exploser et ne seront pas également épargnés d'autres pays comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Bénin et le Ghana, et il y aura des conséquences collatérales qui seront insoutenables sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan sécuritaire. Pour le politologue nigérien Hadj Ma'alem Oumarou, le fait que le Maroc accepte l'ouverture de son espace aérien pour permettre à la France de mener son agression contre le Niger est en soi un acte belliqueux à l'encontre du pays, mais aussi contre toute la région. Le lien avec le Maroc et la France, donc nous le savons, ça fait depuis longtemps entre le Maroc et la France. Et de combiner des enjeux pour anéantir l'image de certains pays qui ne convient pas à être amis à eux. Donc ça c'est
c'est connu de tout le monde, c'est l'histoire qui est en train de se relater. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a rencontré ce vendredi à Abuja son homologue nigérian Youssouf Tougar. Le chef de la diplomatie algérienne a entamé un périple diplomatique cette semaine qu'il a notamment conduit au Bénin et au Ghana, tous membres de la CEDEAO. Dans son agenda, discuter des voies et des moyens de règlement pacifique de la crise au Niger. Écoutons ce papier d'éclairage de Saleh Mahamat Issaka. Hostile à toute intervention militaire au Niger et soucieuse de ses retombées, l'Algérie poursuit ses efforts de médiation avec la visite du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf au Nigeria, Bénin et au Ghana. Une diplomatie proactive au service de l'Afrique, au menu des rencontres avec les personnalités et aux responsables afin d'œuvrer à une solution pacifique à la crise que secoue le Niger. Une tournée, des discussions, des consultations sur une situation bien délicate. Ces déplacements constituent une étape supplémentaire dans les efforts déployés par l'Algérie pour faciliter la résolution de la crise, éviter ainsi à ses pays frères et voisins et à toute la région un éventuel accroissement des risques, mais surtout un embrasement, un effet dévastateur d'une éventuelle intervention militaire. Il est à noter que l'Algérie, avec sa longue expérience, son long passé de médiation, des tentatives de règlement de nombreux conflits internationaux, pèsera de tout son poids pour convaincre, à éviter le pire et aller coûte que coûte à une solution diplomatique et donc pacifique. Un fait aussi indéniable, l'Algérie a refusé catégoriquement l'intervention militaire au Niger par son espace aérien sollicité par la France. Un geste salué par toute l'Afrique. Au cours de ces visites, le chef de la diplomatie algérienne a mis en exergue les 4 critères devant aider à sortir le Niger de la crise. Il a rappelé que l'Algérie s'oppose fermement à tout changement anticonstitutionnel des gouvernements. Il a également insisté sur la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Écoutons Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien. Dans le même sens de ces initiatives, le président Abdelmajid Tebboune, qui croit fort que le champ est encore ouvert pour atteindre cet objectif noble, a défini une vision claire pour résoudre cette crise et a formulé clairement et fermement dans son discours ses préceptes et ses postulats. C'est la solution qui garantit, premièrement, le respect total du cadre légal africain qui prévient et rejette les changements anticonstitutionnels des gouvernements. En second lieu, c'est la solution qui permet d'obtenir un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Troisièmement, c'est la solution qui préserve les acquis obtenus par le Niger au cours de la dernière décennie dans le cadre de la consolidation des fondements du système démocratique dans ce pays frère. Enfin, cette solution évite au Niger et à cette zone entière les risques d'intervention militaire qu'on ne peut prévoir et dont les conséquences et répercussions sont difficiles à évaluer. Les concertations avec nos frères nigérians ont confirmé que ces 4 critères font l'objet d'un large consensus qui facilite l'activation du principe des solutions africaines aux problèmes des Africains dans la gestion de la crise au Niger. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a également souligné les efforts conjoints entre l'Algérie ou entre Alger et Abuja pour une solution négociée à la crise nigérienne. Dans le cadre des initiatives entreprises par le président de la République Abdelmajid Tebboune et son homologue nigérian Bola Tinubu, en sa qualité de président actuel de la CEDEAO, ceci dans le but de renforcer la dynamique internationale et régionale et d'encourager le rassemblement de tous autour d'un processus politique et pacifique afin de trouver une issue à la crise au Niger. L'Algérie a entrepris cette médiation pour trouver une issue politico-diplomatique au Niger sur la base de profondes connaissances de la région. Le Sahel, déjà exposé à la déstabilisation suite aux interventions étrangères en Libye, comme le souligne Abdelkader Soufi, spécialiste des questions géopolitiques et sécuritaires. Toute intervention au Niger mettrait toute la région dans un chaos absolu. Et cela, l'Algérie le sait. Car ce genre d'expérience qu'elle a vécue aux alentours, notamment la question libyenne juste à côté, où l'intervention a emmené le pays dans un chaos dont elle n'arrive pas à s'en sortir. Ce périple du ministre des Affaires étrangères vers des États comme le Nigeria, le Bénin et le Ghana, qui sont membres influents de la CEDEAO, pour ne pas oublier, et qu'il est important que les Africains, les pays africains accordent leur violon
pour trouver une solution pacifique et éviter tout type d'intervention qui n'aura que l'effet inverse. Cap sur la Libye à présent et les derniers développements dans le dossier libyen. Cette semaine, la Banque centrale libyenne, séparée en deux branches entre l'Est et l'Ouest, a annoncé cette semaine sa réunification. Elle est redevenue une institution souveraine unifiée selon le gouverneur de la Banque centrale libyenne et son adjoint. Ils annoncent la poursuite des efforts pour venir à bout des conséquences de la division en deux branches. Il s'agit d'une étape importante pour améliorer les performances de cette institution souveraine. C'est félicité le chef du gouvernement de la Banque centrale libyenne. Le processus d'unification a été lancé en décembre 2021 au sein de la Banque centrale, comme bien d'autres institutions étatiques du fait des luttes de pouvoir entre les camps rivaux. Pour le politologue libyen Ilyas El-Baroni, il s'agit d'une étape importante qui ouvre la voie à une vision plus claire, plus élaborée pour le processus électoral libyen. Le travail fourni au sein de l'Union de la Banque centrale de Libye en tant qu'institution souveraine est considéré comme une avancée vers l'avant dans l'unification des autres institutions. Car il existe également d'autres organismes qui doivent être unifiés. C'est un indicateur positif qui nous guide vers l'élaboration d'une vision future pour mener le processus électoral. Cependant, je doute que le processus électoral ait lieu cette année, car il y a de nombreux défis à relever et cela prendra du temps. Les prémices pour le règlement politique de la crise en Libye se confirment davantage chaque jour. Une rencontre entre le président du Conseil présidentiel Mohamed El-Menfi, le président du Parlement de Tobruk Aguila Salah et Khalifa Haftar est intervenue cette semaine. Selon l'émissaire onusien Abdoulaye Batili, cette rencontre contribue à résoudre le conflit entre les parties libyennes et à préparer les élections. Batili a déclaré avoir salué cette rencontre qui vise à coordonner entre les parties libyennes et encourager le large consensus, surtout que les relations entre Tripoli et Benghazi étaient très tendues ces derniers temps. Zine Sharfawi, spécialiste des questions africaines, nous explique. Les choses semblent enfin aller dans le bon sens. Mohamed El-Menfi a rencontré Haftar et Aguila Salah à Benghazi. Le président El-Menfi s'est entendu avec ces deux responsables afin de limiter le débat sur l'avenir de la Libye au Parlement, la Chambre des représentants, au Conseil supérieur de l'État et à la commission des 6+6. Et donc ces trois personnes semblent miser sur ces trois institutions pour préparer les élections à la fois présidentielles et législatives que le peuple libyen attend depuis plusieurs années, des élections qui ont été à chaque fois reportées. L'envoyé de l'ONU a également renouvelé son engagement à soutenir les Libyens dans leurs efforts pour parvenir à un accord qui ouvre la voie pour organiser des élections inclusives et pacifiques à travers cette rencontre. Zine Sharfawi. Cette initiative consiste à court-circuiter l'intention du représentant de l'ONU de former une nouvelle commission de dialogue. Batili a émis le souhait de mettre en place lui-même une commission de dialogue pour aller très vite vers des élections. C'est une bonne chose pour les Libyens que les principaux responsables de Tripoli et de Benghazi discutent enfin entre eux et s'entendent sur ce que pourrait être la Libye de demain. Batili a rappelé que les derniers événements qui ont eu lieu dans la capitale du pays ont coûté la vie à un bon nombre de citoyens libyens, ce qui manifeste une fois de plus le besoin urgent de la Libye d'établir des institutions politiques dans l'immédiat. De son côté, le représentant spécial de la mission de soutien des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili, insiste sur la création d'un gouvernement chargé de superviser les élections présidentielles prévues avant la fin de cette année. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu récemment une séance d'information ouverte sur la situation dans ce pays. Sihem Bourazi nous en parle. La création d'un gouvernement uni est nécessaire pour mener la Libye vers l'organisation des élections présidentielles et parlementaires, déclare le représentant spécial et chef de la mission de soutien des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili. Une déclaration qui intervient après plusieurs pourparlers entre Batili et les partis en conflit sur la création de ce gouvernement qui supervisera le déroulement des élections. La demande de création a été approuvée par l'État libyen ainsi que la Chambre des députés. Pour rappel, Abdelhamid Beiba s'est officiellement présenté aux élections présidentielles. Néanmoins, selon l'accord de Genève
preuve, le candidat Dbeiba ne serait pas éligible. En effet, le candidat n'a pas déposé sa démission 3 mois avant de se présenter aux élections. Le Conseil de sécurité des Nations Unies reste convaincu sur la nécessité d'un processus inclusif mené par la Libye pour conduire à des élections présidentielles dans ce pays. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que nous arrivons au terme de notre émission La Semaine africaine. Merci de nous avoir suivis sur les ondes de Ifriqiya FM. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Excellente écoute de la suite de nos programmes. La Semaine africaine. Les grandes mutations sur le plan géopolitique. Les questions sécuritaires en Afrique et au Sahel. Développement, société, culture, cinéma, musique, festival, rencontres. Un comeback de la semaine sur l'actualité africaine. La Semaine africaine. La Semaine africaine. La halte hebdomadaire sur Ifriqiya FM.